Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver dans notre émission, votre émission Sécurité au quotidien. Un programme qui fait de tout le monde responsable de la sécurité. Chers téléspectateurs, tous les jours nous manipulons des produits chimiques dont nous ignorons certainement les risques. C'est le cas du javel, du pétrole, des insecticides, pour ne citer que ça. Comment les identifier et comment les manipuler? Avec moi sur ce plateau, Loman David, notre fidèle invité. Je vous rappelle qu'il est spécialiste des questions d'hygiène, sécurité, environnement. Loman, bonjour. Bonjour Chimène. Oui, nous allons parler aujourd'hui des produits dangereux. Dans un premier temps, déjà, dites-nous c'est quoi un produit dangereux? Ok, merci Chimène pour la question. Pour édifier les téléspectateurs, j'aimerais dire que un produit dangereux, c'est un produit qui, quelle que soit la quantité, peut nuire à la santé, okay, peut nuire à l'environnement, okay, et peut nuire à n'importe quel matériel. Comment donc identifier la dangerosité d'un produit? Bon, la dangerosité d'un produit, ça dépend d'abord de quel type de produit nous voulons parler, ok? Mais sinon, que si nous voulons parler des effets, alors là, il faudrait noter qu'il y a deux sortes d'effets. C'est-à-dire qu'il y a un effet de fréquence, ok, et il y a un effet de concentration. C'est-à-dire que le produit dangereux attaque la personne selon la concentration du produit, ok, et non seulement selon la concentration du produit, mais ça peut être à faible concentration, mais la fréquence avec laquelle vous serez en contact avec ce produit peut générer des dommages ou des dégâts de santé. Peut-on classer les produits pharmaceutiques dans la catégorie des produits dangereux? Exactement, Madame Chimène, exactement, parce que les produits pharmaceutiques sont classés dans la catégorie des produits dangereux. Pourquoi? Parce que avant tout, c'est des substances chimiques. Okay, quand on étudie, quand on essaie de voir les effets qu'ils ont sur certains microbes. Okay, c'est pourquoi dans la notice des produits pharmaceutiques, vous trouverez toujours des recommandations telles que ne dépassez pas la dose. Okay? Donc si vous dépassez la dose, alors le produit devient nocif pour la santé. Donc je vous dirais fermement que les produits pharmaceutiques rentrent dans la catégorie des produits dangereux. Regardez que dans les produits pharmaceutiques, vous trouverez toujours une notice. Okay? Et la notice va dans le sens du droit à l'information. Le droit à l'information, c'est la norme qui régit tous les produits dangereux. Parce que lorsque vous manipulez et lorsque vous mettez un produit dangereux en face du public, c'est-à-dire à la disposition du public, à la disposition de tout le monde, okay, vous devez obéir, vous devez vous aligner à cette règle, à cette norme qu'on appelle le droit à l'information. C'est-à-dire que la personne qui viendra acheter votre produit doit connaître, okay, par la notice, la composition de votre produit, okay, quels sont les ingrédients qui sont contenus dans votre produit, okay, et les effets que cela peut causer sur la santé ou bien sur, sur la personne. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a quand même une certaine difficulté pour nos tradithérapeutes. Pourquoi? Parce que les tradithérapeutes, je ne dis pas que je suis contre les produits naturels, parce qu'au contraire, je suis vraiment fanatique des produits naturels. Mais regardez que vous avez conçu une tisane, vous avez conçu un produit qui peut avoir des effets vraiment bénéfiques, okay, sur telle maladie, sur telle maladie. Mais avant de mettre ce produit à la disposition du public, vous devez être en même de dégager la composition de votre produit. Et dès lors que vous avez réussi à dégager la composition, vous devez étudier tous les paramètres du produit. Entre autres, les effets que ce produit pourrait avoir, okay, sur la santé, les effets que cela pourrait avoir en cas de surdosage, les effets que cela pourrait avoir c'est-à-dire sur une classe des enfants ou bien des individus à bas âge, à tel âge. Okay? Donc vous devez faire vraiment des études approfondies. Et dès lors que vous avez fait ces études-là, okay, alors vous pouvez dégager une notice. Et c'est pourquoi, ça c'est la barrière que rencontrent ceux qui font la médecine traditionnelle. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils ont des produits très efficaces, mais ils sont incapables, okay, de produire une notice, de faire des expériences approfondies afin de mettre ce produit à la disposition du public. Vous avez parlé de la notice pour les produits pharmaceutiques. Pensez-vous que
tous les produits que reçoivent des sociétés surtout ont des notices? Oui, Chimène, je dirais que en matière des produits chimiques, nous allons parler de la notice, c'est vrai, mais nous allons plus parler de la fiche des données de sécurité, ok, qu'on appelle en anglais MSDS. Okay, Material Safety Data Sheet. Donc, si vous voulez, c'est une abréviation MSDS qui est connue universellement. Okay. Ça, c'est ce qu'on appellerait dans le domaine des produits chimiques la notice. Alors, dans le cadre des produits chimiques, la notice est un peu plus approfondie. Okay. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un produit chimique que vous mettez sur le marché, vous devez faire des études, ok, pour savoir si votre produit il est inflammable, et quand il est inflammable, qu'il faut-il faire au cas où le produit chimique prenne feu. Vous devez donc donner les renseignements à ceux-là qui vont disposer de votre produit. Vous devez leur renseigner sur la procédure à suivre au cas où le produit pouvait prendre feu. Si votre produit, par exemple, est réactif, vous devez donc donner tous les renseignements. Et en l'occurrence, à la fin de la notice ou bien du MSDS, vous devez mettre l'adresse de la compagnie, ok, et tous les contacts possibles, numéro de téléphone, adresse email, donc de telle sorte que celui qui dispose de votre produit peut, en tout cas, et à n'importe quel moment, vous contacter en cas d'urgence. Parlons un peu du stockage des produits chimiques. Ça se passe comment? Et normalement, comment on devrait le faire? Chaque société actuellement a une politique de stockage, ok, des produits chimiques. Mais si vous voulez, si on doit parler de la norme en vigueur, ok, sur le stockage, lorsqu'on parle des produits chimiques, il y a certains produits chimiques qu'on ne peut pas mettre ensemble, ok? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a certains produits chimiques qui réagissent au contact de l'autre. Donc, par exemple, pour ceux qui sont des soudeurs, ils savent qu'on ne doit jamais, en aucun cas, stocker des bouteilles d'acétylène, ok, dans le même endroit avec les bouteilles d'oxygène. On ne doit jamais les stocker au même endroit. Donc, juste pour vous montrer que le stockage doit être minutieux, ok, et l'endroit, c'est-à-dire que votre zone, votre magasin, là où vous devez stocker les produits chimiques, ça dépend. Si ce sont des produits chimiques qui sont peut-être inflammable, ok, vous devez choisir un endroit qui soit bien aéré. Ok, c'est un magasin, mais ça doit être bien aéré. Et l'aération peut être une aération naturelle. Ça peut aussi être une aération mécanique, c'est-à-dire en mettant des blowers, ok, des systèmes de ventilation qui vont ventiler la zone pour éviter qu'il y ait accumulation des vapeurs qui peuvent s'enflammer, ok, des vapeurs inflammables. Donc, toutefois, il faudrait se rassurer que l'endroit est bien aéré avant de stocker les produits inflammables, ok. En dehors des produits inflammables, vous avez aussi, il y a plusieurs types de produits. Vous avez des produits qui sont radioactifs, ok. Et là, nous savons que actuellement, il n'y a pas des EPI, par exemple, pour la radioactivité. Vous pouvez aujourd'hui vous protéger contre des produits inflammables parce qu'il y a des combinaisons qui sont inifugées. Il y a même des couvertures inifugées, ok, qui retardent, ou si vous voulez, qui ne prennent pas feu rapidement, ok, et qui retardent le phénomène du feu. Il y a même des portes, si vous voulez, qui retardent l'incendie, ok. Mais on a réussi à faire ou bien à fabriquer des EPI contre la plupart des réactions chimiques. Mais aujourd'hui, la science, malgré son évolution, n'a pas pu fabriquer, enfin n'est pas encore en mesure de protéger contre les rayons de la radioactivité. Okay? Donc ce qui fait que lorsque vous avez des produits radioactifs à stocker, là, vous allez voir qu'on fait recours, okay, à une technologie un peu plus avancée, okay, parce que vous avez en forme une sorte de conteneur, okay, une sorte de conteneur, mais qui est parfois triple. Vous avez parfois la source radioactive qui peut être, qui peut avoir la taille d'une bille. Ça, c'est la source radioactive. Mais vous allez voir que cela, pour réussir à stocker cela et freiner certains effets, alors il faudrait le mettre dans 3 ou 4 caissons. Donc, le premier caisson, okay, va être inséré dans un deuxième caisson. Donc, le tout va être inséré dans un troisième caisson jusqu'à
être inséré dans le caisson final. Tout cela, ce sont des mesures de sécurité pour essayer de protéger les gens contre les réactions radioactives. C'est quoi la radioactivité? Bon, en fait, s'il faudrait s'étendre sur la radioactivité, je pense qu'on devrait même prendre toute une émission pour ça. Ok? Pourquoi? Parce que la radioactivité, c'est comme un phénomène, mais si vous voulez, que nous vivons pratiquement tous les jours, mais sauf qu'à faible concentration. Regardez par exemple, le soleil émet des rayons qu'on appelle des rayons ultraviolets. Okay? Les rayons ultraviolets sont de type radioactif, ce sont des radiations. Mais nous avons aujourd'hui une couche d'ozone qui permet de freiner, sinon que de contenir la plupart des radiations et de libérer simplement la quantité que l'être humain peut tolérer, la quantité que l'être humain peut accepter. Mais si on n'avait pas cette couche d'ozone, la radiation tuerait toute forme de vie sur la Terre. Revenons sur les produits dangereux. Il vous est déjà arrivé un jour de recevoir dans votre département des produits chimiques, mais qui ne sont pas étiquetés? Exactement, Madame Chimène. En fait, lorsqu'on parle des produits chimiques, tout produit chimique doit être accompagné avec sa fiche de données de sécurité. Okay? Et lorsque vous recevez sur un site donné des produits chimiques qui n'ont pas leur MSDS ou leur fiche de données de sécurité, vous ne devez en aucun cas recevoir ces produits chimiques. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas sensibilisé, vous ne serez pas vraiment préparé, okay, au cas où ces produits chimiques arrivaient à réagir. Okay? Donc, ce qui fait que même la peinture, quand vous recevez la peinture, parce que là, nous parlons là, nous sommes sur une dimension industrielle. Nous ne sommes pas sur une dimension un peu, de la cité ou bien de la maison. Mais ici, nous parlons sur une dimension industrielle. Donc, une société, même quand elle commande de la peinture, okay, elle veut refaire la peinture de tous ses bâtiments, okay, devrait recevoir avec la peinture les fiches de données de sécurité de ces peintures, de ces pots de peinture. Sinon on ne pourrait pas vraiment recevoir ces produits chimiques. Mais il peut y avoir erreur et que les produits sont arrivés, vous avez reçu en ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Oui, en ce moment-là, nous contactons, si vous voulez, la maison ou le magasin qui nous a livré les produits chimiques et nous leur sollicitons, nous demandons à ce qu'ils puissent nous envoyer le MSDS ou le FDS. Donc la fiche de données de sécurité. Quelles sont les voies d'intoxication par les produits dangereux? S'il faut parler des voies d'intoxication ou les voies de contamination, nous pourrons répertorier 4 voies de contamination. Okay? Et parmi ces voies, je vais citer l'absorption qui se fait au moyen de la peau. Okay? Lorsque vous entrez en contact avec le produit chimique, okay, par le moyen de la peau, alors vous allez absorber le produit chimique. Votre peau absorbe par les pores. Parce que nous connaissons tous le phénomène que la peau respire par les pores. Okay? Donc par les pores, vous pourrez absorber une grande quantité de produits chimiques et contaminer votre organisme. Okay? En dehors de l'absorption, nous avons l'ingestion. Et l'ingestion se fait au moyen du tube digestif. Okay? Donc par la bouche, vous pouvez être contaminé ou bien absorber une bonne quantité de produits chimiques qui peuvent être plus ou moins nocifs à la santé. Donc par la voie d'ingestion, je parlerai plus des produits pharmaceutiques ou bien d'autres types de produits que vous avez pris par la voie digestive. Troisièmement, okay, vous pouvez être contaminé par inhalation. Okay, et là, vous absorbez les produits chimiques qui vont pénétrer vos voies respiratoires, okay, et aller vous intoxiquer par les poumons. Okay. Et la 4e voie de contamination, qui est la dernière, c'est par injection. Vous avez parlé tout à l'heure de la peinture qui est un produit dangereux. Quels sont donc les risques que courent tous ceux qui font la peinture par habitude et qui ne se protègent pas? Que les gens ont tendance à s'appuyer sur le phénomène de l'habitude. Par exemple, il peut traîner 5 ans d'expérience, okay, dans la peinture et il va se dire que bon, mais depuis toujours, j'ai souvent l'habitude de travailler de cette manière. Alors, vous remarquerez que tout au début, je vous ai parlé de 2 effets qu'ont les produits chimiques. Il y a un effet physique. L'effet physique, comme il est immédiat, les gens directement connaissent les conséquences et ils ont tendance à se protéger directement. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent que les effets sont immédiats. Mais avec les effets de la santé, alors là, c'est vraiment un grand inconnu.
Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à se dire, bon, mais ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je travaille de cette manière, je n'ai jamais été dérangé aucunement. Okay? Mais vous allez voir qu'un produit chimique qui a un effet sur la santé peut prendre parfois 5 ans pour se développer. Donc, pendant que vous êtes entré en contact avec le produit chimique, je dirais par exemple en 2013, la personne a été en contact avec un produit chimique, okay, qui a un effet sur la santé. Arrivé en 2014, il n'y a pas de maladie. En 2015, il n'y a pas de maladie. Et même, vous allez voir qu'en 2016, la personne a même changé de fonction. Okay? Donc la personne a carrément oublié son expérience passée. L'expérience où elle était là en train de faire de la peinture. Okay? Et pratiquement 7 ans après, la personne commence à développer des douleurs au niveau des poumons. Et quand il arrive à l'hôpital, alors il n'est plus en mesure de faire le lien avec son expérience passée il y a 7 ans auparavant. Et du coup, l'excuse qu'on trouve assez souvent, c'est quoi? C'est l'oncle, son oncle qui veut le bouffer. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a changé de compagnie, il a maintenant beaucoup d'argent. Mais on oublie l'expérience 7 ans au passé que cette personne-là a eu avec les produits chimiques. Et ça, c'est l'effet le plus dangereux. Pourquoi? Parce que c'est le grand inconnu. Vous êtes entré en contact aujourd'hui, mais la maladie se développe 7 ans après ou soit 10 ans après. Je vais vous prendre un autre exemple, ok? Aujourd'hui, il y a comme une prolifération des lampes économiques. Et nous apprécions tous la lueur que donnent les lampes économiques dans la maison. Okay? Pourquoi? Parce que ça donne, si vous voulez, une lumière plus ou moins nette, okay? Et plus ou moins agréable. Mais ce que les gens ignorent, c'est quoi? C'est que dans l'ampoule économique, vous avez une substance qu'on appelle le mercure. Et le mercure est un produit, je dirais, extrêmement dangereux pour la santé. Okay? Donc, quand vous avez ce genre d'ampoule à la maison, il faut faire extrêmement attention lorsque l'ampoule se casse. Pourquoi? Parce que les recommandations HSE voudraient que si vous avez une ampoule telle que les tubes de réglette, où vous avez des lampes économiques qui se cassent dans la maison, il faut ouvrir tous les volets et libérer la maison pendant plus ou moins 15 minutes. Laisser aérer, okay, pour que le vent puisse balayer le mercure. Et quand le mercure sera balayé, en ce moment-là, vous pourrez réintégrer la maison. Mais encore, il y a encore danger. Pourquoi? Parce que les tessons des réglettes, les tessons des ampoules économiques, okay, sont déjà contaminés. Donc, s'il arrivait que vous puissiez vous blesser avec ces tessons-là, j'ai une photo peut-être un peu plus tard que je voudrais balancer pour montrer aux téléspectateurs les effets que peuvent causer sur la plaie, les effets du mercure sur la plaie. Le mercure sur la plaie peut entraîner des plaies, une plaie inguérissable. Okay? Une plaie à caractère inguérissable. Vous allez vous dire que vous êtes diabétique, tandis que vous n'êtes pas diabétique. On va faire des recherches, on va dire peut-être que c'est un phénomène comme ceci, comme ceci. Non, c'est simplement le mercure, l'effet du mercure dans la plaie. Comment donc gérer ces ampoules? Vous savez, en fait, dans certains pays, vous ne pouvez pas prendre un tube de réglette ou bien une ampoule économique jetée dans la poubelle normale. Ça, pourquoi? Parce que c'est considéré comme étant des déchets dangereux. Donc, il y a des poubelles spéciales, okay, là où vous devez mettre, que ce soit les ampoules économiques, que ce soit les tubes de réglette, ou même la batterie, donc ce qu'on appelle en l'occurrence les piles. Pourquoi? Parce que nous, par ignorance, on a, enfin, quand on grandissait, je pense que tout le monde, on a blagué avec des piles. Mais personne ne savait que la pile contenait aussi du mercure. Donc, en l'occurrence, la pile est très, très, très dangereuse. Regardez, par exemple, dans certains pays, si vous prenez la pile, après utilisation, vous jetez dans la poubelle normale, vous êtes passif d'amende. Ou même parfois d'emprisonnement. Mais regardez comment nous gérons les piles dans notre ville. Ça veut dire que dans chaque maison, on devrait avoir un HSE? Non, je ne dirais pas dans chaque maison qu'on devait avoir un HSE pour bien gérer les déchets toxiques. Mais je dirais plutôt... on doit faire un grand travail de sensibilisation pour que la population soit en même de reconnaître et de bien gérer tout ce qui est produit dangereux. Comment donc gérer des ustensiles ayant contenu des produits chimiques? Bon, là c'est vraiment une très grande question, Chimène.
Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons des ustensiles ayant contenu des produits chimiques, nous parlons donc des industries qui utilisent ces produits chimiques, ok, et qui balancent les ustensiles pratiquement dans toute la ville. Aujourd'hui, si vous pouvez faire un tour, ok, vers Kwame Nkrumah, vous allez voir tout un étalage, ok, des bidons, tout un étalage des seaux en plastique, tout un étalage des fûts en plastique ayant contenu des produits parfois cancérigènes. Ok? Et l'un des effets sur le plastique, c'est quoi? C'est que lorsque le produit chimique entre en contact, certains produits chimiques, lorsqu'ils rentrent en contact avec le plastique, alors ils s'incrustent dans le plastique. Et ça reste là à vie. Ça veut dire que la ménagère qui va acheter ce seau dans le but, ok, de soulager ses besoins à la maison, se laver avec, ok, va s'exposer à une contamination par fréquence. Là, la concentration ne va jouer aucun rôle, mais ça sera par fréquence. Le fait que par fréquence, la personne va utiliser le même seau pour se laver, ok, va développer des maladies, ok, allant jusqu'à développer des cancers, des kystes, mais tout en ignorant que c'est le seau qu'il a eu à payer à côté, ou bien le fût pour stocker de l'eau qu'il a eu à payer, je ne sais pas, à côté. Donc, s'il faut parler de la gestion de ces produits, moi je dirais que un grand travail reste à faire par le pouvoir public, ok. D'abord de répertorier, ok, tous ces ustensiles et je n'irai pas jusqu'à demander qu'on puisse imposer des amendes, mais je demanderai plutôt qu'on puisse faire une bonne gestion de tous ces produits ou de tous ces ustensiles ayant contenu des produits chimiques. Donc, en l'occurrence, s'il faut avoir un service qui doit gérer les produits quand ils arrivent, par exemple, au quai, quai Eni ou bien quai Total, ok, de bien gérer soit la destruction de ces déchets. Parce que ça doit être normalement détruit, au lieu que ça puisse prendre des voies parallèles et se retrouver dans le marché pour contaminer ou bien pour distribuer des maladies à la population. Que diriez-vous donc aux mamans qui ont l'habitude de remplacer soit l'eau de Javel dans des bouteilles d'eau maillot et parfois donc même le pétrole? En ce moment-là, quels sont donc les risques qu'elles courent? Chimène, pour répondre à cette question, je dirais que les risques, je pense que nous les voyons tous les jours, ok? Parce qu'il y a plus d'une maman qui déplore le fait que l'enfant a bu de l'eau de Javel ou que l'enfant a pris du pétrole, ok, pensant que c'était de l'eau. Okay. Je pense que c'est des pratiques vraiment à proscrire. Okay. Pourquoi? Parce que si vous devez vous-même vous adonner à ce genre de pratiques, premièrement, la précaution qu'il faut prendre, c'est d'étiqueter la bouteille en mettant le nom du produit qu'elle contient, okay, et puis de mettre cela hors de la portée des enfants. C'est-à-dire que hors de la portée des enfants, c'est là où l'enfant ne peut pas atteindre. Donc, trouvez un endroit là où vous allez stocker soit votre eau de Javel, soit votre pétrole, mais loin de la portée de l'enfant. De telle sorte qu'on ne pourra plus décrier ce genre, ces genres d'accidents, disant que tel enfant a bu de l'eau de Javel, tel enfant a bu du pétrole, parce que tout ça, je pense que c'est l'essor un peu de la négligence parentale. Parlons des produits chimiques qui peuvent polluer l'environnement et comment? Ok, actuellement il existe plusieurs produits chimiques qui ont un effet sur l'environnement. Ok, on peut parler par exemple d'un produit chimique qu'on utilise pratiquement tous les jours, ok, et qui fait partie intégrante de la vie de tous les jours, mais qui est un produit extrêmement dangereux dont les gens ignorent les effets. Nous allons parler du gaz qu'on appelle le fréon. Ok, le fréon, c'est quoi? C'est le gaz contenu dans les climatiseurs, contenu dans votre congélateur, ok, contenu dans pratiquement tous les systèmes de refroidissement. Okay. Alors, le fréon est un gaz qui a un effet sur l'écosystème. Okay. Pourquoi? Parce que ça tue les organismes. Si vous voulez, ça peut tuer, ça peut avoir des effets sur les oiseaux ou bien sur tous les organismes ailés. Okay. Le fréon, dans certains pays plutôt, dans certains pays, le fréon, si vous devez le libérer, par exemple, les pratiques que font nos frigoristes, vous devez percer un tuyau, okay, pour libérer le gaz.
Si vous faites ce genre de pratique dans certains pays, vous serez passif d'emprisonnement. Pourquoi? Parce que ça ne passe pas. Le fréon a un effet aussi sur la couche d'ozone. Donc c'est parmi les gaz les plus dangereux. Mais regardez la pratique actuelle. Chez nous, c'est quoi? C'est que quand on essaie de remplir un système de gaz avec le fréon et qu'on remarque qu'il y a une fuite, qu'est-ce qu'on fait? Directement on débouchonne et voilà qu'on libère le gaz dans la nature. Et ça, vraiment, c'est des pratiques à proscrire, c'est des pratiques vraiment qui ne devraient pas se faire, qui ne devraient pas se poursuivre, ok? Et en dehors de ça, vous avez d'autres formes de produits chimiques qui peuvent avoir des effets sur le sol. Regardez par exemple la catastrophe d'Hiroshima, ok? Là, c'était une bombe nucléaire, donc ça veut dire que c'était un produit radioactif. Regardez les effets que cela a eu sur la végétation, sur la flore. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que ça a nécessité des années et des années pour que même la première plante commence à pousser. Donc ce sont des effets comme ça qui peuvent avoir, enfin qui peuvent nuire à l'écosystème. Il y a même certains produits dont on dessine déjà un poisson hors de l'eau pour vous dire que ce genre de produit, vous ne devez jamais renverser cela dans une rivière, dans un fleuve, ni même dans la mer. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez le renverser, l'effet que cela aura, c'est de détruire, si vous voulez, d'empoisonner les poissons. Les poissons vont mourir. Merci Loman d'avoir répondu à nos questions. Nous voici donc à la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, bien lire la notice avant d'utiliser les produits chimiques. La leçon a été bien assimilée, j'espère. Vous allez donc désormais faire attention aux produits chimiques puisque vous les connaissez déjà. Restez fidèles à l'émission Sécurité au quotidien. Quant à moi, je vous dis encore une fois de plus, merci et à très bientôt.